Merci aux organisateurs de me permettre de parler des sujets qui m'intéressent beaucoup, d'identification à partir de la musique, sur cet exemple précis. Alors, quand je m'étais engagé à venir, j'avais pris un sujet qui, peu à peu, s'est révélé trop large. Et j'ai passé mon temps, depuis plusieurs semaines, à restreindre le sujet, à passer de l'Autriche à Vienne, et même j'ai failli m'en tenir à certains quartiers de Vienne, et à m'en tenir à la période cruciale qui va de 1933 à 1938 pour régler peut-être son compte à une idée qu'on a parfois en tête, c'est que avant l'Anschluss de mars 1938 dont on vient de parler, l'Autriche est un refuge, l'Autriche est un lieu préservé. Et des films comme Le Dictateur de Chaplin le font penser, ou bien la comédie musicale The Sound of Music, La Mélodie du Bonheur, fait bien penser que l'Autriche est préservée. La famille Trapp a passé son temps à montrer que c'était une chose épouvantable qui était arrivée avec l'annexion et qu'avant c'était un quasi-paradis. Alors évidemment, non. Évidemment, non. Évidemment, on a un régime dictatorial dont il faut parler sur ses conséquences, non seulement, et c'est un peu le sens de la communication que je vais essayer de faire, non seulement dans la production musicale, mais dans une sorte de paysage sonore qui existe à Vienne, qui va des musiciens des rues, aux émissions de radio, aux discours politiques, aux grandes manifestations, parce qu'un des points cruciaux pour caractériser un régime de type autoritaire, ce sont les formes de manifestation et peut-être aussi la place que la musique y occupe. Donc j'ai voulu essayer de m'occuper de toutes les musiques, des musiques sérieuses et des musiques de divertissement, comme on dit en allemand, des musiques des défilés, des musiques de films, des musiques de radio, etc., etc. Donc ça amène très loin et je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver complètement. Alors en plus, on a dû au dernier moment, et je remercie vraiment les gens qui sont à la technique de m'aider, mais par moment, vous risquez d'être surpris par un niveau sonore. On a essayé de tout régler. Je suis désolé, je ne suis pas sûr de moi, là. Alors, la ville est la ville de la musique. Les informations britanniques cinématographiques présentent Vienne comme la ville de la musique. We are also privileged to meet Franz Lehár, who lives in Vienna and writes the music which delights us all. Vienna is perhaps best known as the city of song. For in it, so many of the great masters resided and composed. Bon, la ville de la musique, la ville du son, ça fait partie de tout l'argumentaire de légitimation du régime. Or, il est bien clair qu'entre 1933 et 1938, il y a des gens qui se réfugient à Vienne, qui viennent d'Italie fasciste ou d'Allemagne nazie, et il y a des gens qui ne sont pas à leur place à Vienne et qui n'ont pas la reconnaissance qu'ils méritent. Je pense à Webern. Schoenberg choisit d'aller à Paris plutôt que de retourner à Vienne en 1933. Korngold va dès 1936 aux États-Unis. Bref, ce n'est pas si vrai que ça, et il y a un phénomène d'euphémisation de la réalité de l'autoritarisme à tendance totalitaire qui passe par la musique et qui passe aussi par l'argumentaire en quelque sorte de Dollfuss. Dollfuss se présente comme l'héritier de Seipel, comme un chrétien social. Il a un passé de musicien de fanfare, ce qui est assez courant en Autriche, et puis il repose son pouvoir sur l'organisation paramilitaire du Heimwehr, qui n'est pas une petite armée d'opérette, qui diffère selon les régions. Dans le Tyrol, c'est plus une société de chasse. À Vienne, c'est plus une organisation paramilitaire violente. The Heimwehr is a party with monarchist leanings and is equally anti-Nazi, anti-socialist and anti-communist. Donc ce sont des monarchistes. Il n'y a pas que ça, quoi, il y a des monarchistes, il y a des fascistes, il y a des autoritaristes, etc., etc. Mais ils ont en commun d'être, comme le dit bien le commentaire anglais, antisocialistes, anticommunistes et antinazis. Alors, commencer en 1933, pourquoi 1933 ? Parce qu'en 1933, le régime devient un régime antiparlementaire, avec un parti unique qui s'appelle le Front patriotique, qui encadre le Heimwehr et qui a tous les ingrédients d'un régime de mobilisation de type totalitaire. Un symbole, un drapeau, des discours unanimes. Dass unsere Heimat wirklich
friedlicheren Zeiten entgegengeht, dass in unserer Heimat neue Friede, neue Freude und neue... Donc c'est Dollfuss, hein, c'est Dollfuss qui parle. Et alors 1933, suppression des institutions parlementaires. 1934, une véritable guerre civile pour désarmer la milice ouvrière du Schutzbund socialiste, qui donne une destruction très large des quartiers ouvriers qui sont les bastions, le Karl-Marxhof par exemple, du Parti social-démocrate, qui refuse la dictature et qui est annihilé, le Schutzbund étant démantelé. C'est une véritable guerre civile, et les semaines qui suivent ces événements de février 1934, Dollfuss s'applique à bien montrer que tout est rentré dans l'ordre. Il donne des médailles de remise, des noces d'or, et le régime est très nettement cléricalisé. Systématiquement, on a un archevêque, on a des évêques. Or, ce qu'on a complètement oublié en Europe occidentale, c'est que ce régime tient uniquement par le soutien de Mussolini. Et qu'il y a des liens étroits entre Dollfuss et Mussolini. Je crois qu'il faut le rappeler parce que c'est oublié. Alors, on voit quand même une différence dans le type de mobilisation, qui est le fait que Dollfuss ne se promène pas torse nu. Bon. Ce qui serait le signe que le rapport au corps est différent, que le rapport à la mobilisation est différent, mais de là à dire c'est pas totalitaire parce qu'il garde sa cravate, je ne suis pas sûr que ce soit un argument scientifiquement recevable. Hein. Bon, mais en tout cas, il fait très chaud sur les plages italiennes, et là, il est assassiné par les nazis. Le soutien de Mussolini n'a pas suffi à protéger sa vie. Il est assassiné, mais le régime qui se met en place avec le nouveau chancelier Schuschnigg est un régime de type corporatiste, antidémocratique, et Schuschnigg choisit de fonder ce régime sur des sigles évidents, la croix potentielle. La croix potentielle, qui est le sigle de l'austrofascisme. Et cet austrofascisme, il a plein de visages, hein, des visages qui sont plutôt néo-impériaux, des visages qui sont plutôt des copies du fascisme, et puis la concurrence du nazisme. Tout ça est mêlé dans un régime original qu'il n'est pas évident de différencier du fascisme ou même parfois de certaines formes de nazisme. Hein. C'est sur la place des héros, donc en 1938, l'endroit que choisit Hitler pour l'annexion. Hein. Mais il y a déjà un dispositif idéologique qui est en place avec Schuschnigg. Schuschnigg mobilise à la manière des nazis. C'est intéressant de voir, par exemple, qu'en Italie fasciste, avec le Premier ministre hongrois Gömbös, il est parfaitement dans le ton du fascisme, que ce front patriotique, je vais passer assez vite, a même été, je terminerai la contextualisation par ce point, capable de faire un camp de concentration. Un camp de concentration où étaient mis pêle-mêle les communistes, les sociodémocrates et les nazis. La musique y était interdite. Et un des premiers gestes après l'Anschluss, relayé ici par les informations britanniques, ça a été que les nazis ont détruit ce camp de concentration en disant « Vous voyez, nous, on détruit les camps de concentration. » Voilà les informations britanniques. This is one of the first newsreel pictures of a Central European concentration camp. Here, just outside Vienna, there have been at different times 45,000 prisoners. Most of them were agitators who used force to try and overthrow the Austrian government. Some were gunmen and political murderers. Now the place where they were imprisoned takes on the aspect of a national shrine, as Austria's new rulers burn down the camp. Voilà, les nazis détruisent les camps de concentration en 1938. Et les actualités britanniques relaient ça. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une esthétique musicale austrofasciste? Oui. Il y a clairement une esthétique musicale austrofasciste. Même les frères Tarot, qui ne sont pas très favorables à la social-démocratie, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui ne sont pas à l'abri de toute forme d'antisémitisme, loin de là, notent qu'il y a bien une façon de reprendre ce Marschieren zusammen
qui fait que la musique a essentiellement comme mission de faire avancer au pas. Alors un compositeur comme Wilhelm Jurek sert de modèle jusqu'en 1934, et puis il y a Julius Hermann, qui est vraiment le musicien qui fait de la musique qui peut servir les dispositifs austrofascistes. Et ce type de musique apparaît dans ce produit intéressant que sont les disques de discours des dirigeants politiques austrofascistes, que ce soit Dollfuss, puis Schuschnigg, puis un peu le concurrent allié de Schuschnigg, le prince de Starhemberg, qui fait appel, à la fin de ces disques, à une belle musique de fanfare. Kameraden des Weltkrieges, Frontsoldaten, ihr habt durch des alten Österreichs sieggewohnte Fahnen im Sturmschritt den Feind entgegengetragen. Ihr habt Österreichs Soldaten siegen und sterben gesehen. Von euch fordere ich... Bon, donc la musique est instrumentalisée. Quand le deuxième, je crois, gouvernement Schuschnigg se fait avec Starhemberg comme vice-chancelier, manifestation nocturne, vive Schuschnigg. Il cancelliere Schuschnigg, il vice cancelliere principe Starhemberg e gli altri ministri assistono alla fiaccolata notturna che venne organizzata in onore del nuovo gabinetto. Alors, Heinz Schuschnigg qui est repéré, bon voilà, cette instrumentalisation des musiques de marche. Ce régime a son hymne partisan qui est le chant de la jeunesse. Donc autour du drapeau potencé, voici donc l'hymne officiel austrofasciste. Mais vous avez vu les paroles en allemand, un mort nous conduit, un mort nous conduit. Quelle chose terrible, hein? On est conduit par un... Bon. Pendant ce temps, l'hymne national, depuis 1929, a repris l'hymne national, enfin l'hymne de Haydn, avec des paroles ad hoc. Alors, il y a en même temps, et ça c'est peut-être l'originalité de cette fondation d'une identité autrichienne qui cherche à se différencier tout en imitant, ce qui est quand même assez compliqué, du folklorisme, l'usage du folklorisme qui peut être différent, avec à la fois des visuels de l'Autriche essentiellement montagnards, même à Vienne, bon, c'est vrai qu'il y a, et puis le retour de ces traditions, c'est-à-dire l'invention de ces traditions, qui ne vont pas sans une certaine violence, hein. On est tout à fait dans le schéma de l'invention de la tradition, sous prétexte de reconstitution, avec peut-être la particularité viennoise de la fixation de la Schrammelmusik, hein, comme musique typiquement viennoise. Donc avec toujours cette idée que c'est Alt-Wiener, hein, le vieux Vienne qui est représenté ici. Dans le domaine de la musique, la dictature se traduit par le pouvoir, pendant quelques années, de quelques personnalités qui ont pu diriger la vie musicale en s'opposant à tous ceux qui ne correspondaient pas à cette esthétique officielle qui se dessinait. Par exemple, Clemens Krauss a eu beaucoup de problèmes avec l'orchestre philharmonique, en particulier avec... alors tout ça a été bien décrit par Christian Merlin dans son livre sur la philharmonie, hein. En particulier avec Hugo Burghauser, qui était oboïste et qui a systématiquement, dans l'association des philharmoniqueurs, tenté de bloquer Clemens Krauss en disant que Clemens Krauss était responsable de catastrophes comme le fait de jouer du Berg, du Welles, qui de toute façon ne permettait pas à l'orchestre de s'en tirer, qui ne remplissait pas les salles. Donc Krauss a dû laisser la place, Böhm en a un petit peu profité pour commencer sa carrière, hein, assez largement, et l'orchestre a été ensuite complètement arianisé sous la direction d'Erwin Kerber. Je n'ai pas pu être là ce matin à propos de Salzbourg, mais c'est une des personnalités qui dirige Salzbourg et qui a procédé
à l'élimination des Juifs de l'orchestre de la Philharmonie en 1938. Mais le climat antisémite était déjà là en 1933. Et si on regarde le pourcentage de Juifs présents dans la Philharmonie, il est passé entre 1922 et 1935 de presque 15 à 11%. Ce qui est le signe quand même d'une certaine orientation antisémite qui est déjà présente. Vienne, c'est aussi le bastion d'un classicisme savant avec des théoriciens de la musique qui restent des références, Guido Adler, Korngold et les pères, Korngold père comme fondateur, et apparaissent aussi, mais je crois qu'il faut un petit peu en parler, je risque de dépasser mon temps, deux compositeurs qui sont bien vus et qui réussissent à être les compositeurs nationaux de l'heure. Et les musiciens dissidents sont dans une situation complexe parce que parfois, quelqu'un comme Franz Schmidt, qui est considéré comme un des compositeurs officiels du régime, n'est pas complètement hostile à la musique de Schoenberg et à la musique des élèves de Schoenberg. Donc c'est assez complexe de voir des compositeurs comme Schmidt, qui a très mal terminé sa vie, puisque alors qu'il était compositeur officiel, si on peut dire, du régime austro-fasciste, en 1939, il a, juste avant de mourir, commencé la composition d'une espèce de cantate à l'Anschluss, qu'il n'a pas pu achever. Bon, donc il a pu facilement s'adapter, mais bon. Alors quand j'écoute, donc c'était cette Deutsche Auferstehung, qui était célébrée en 1939 et qui a été créée en 1940. Il reste le compositeur de référence. Je vais passer assez vite pour écouter peut-être un petit peu de sa 4e symphonie. Alors c'est étonnant, Franz Schmidt n'est pas complètement hostile aux musiques nouvelles. Il est repéré par Schoenberg comme le dernier maître de la période romantique. Il a été très étudié comme un héritier de Bruckner par Paul Gilbert Langevin, qui a joué un rôle considérable dans la redécouverte de la musique de Schmidt, et aussi par le compositeur slovaque et chef d'orchestre Ludovic Reiter, qui a souvent dirigé des œuvres de Schmidt. Bon, donc Schmidt, compositeur officiel, si on peut dire, peut-être un peu de musique de chambre, parce qu'il a surtout fait de la musique de chambre à la fin. Bon, donc je fais de l'histoire, je ne suis pas musicologue, et donc je considère que tout est à apprendre, tout à étudier, et vous verrez pire s'il me reste un petit peu de temps tout à l'heure. Bon, alors je vais peut-être passer sur d'autres compositeurs reconnus comme nationaux dans cette période austro-fasciste. Joseph Marx, je vais passer peut-être assez vite, et Wilhelm Kinsel. Wilhelm Kinsel qui est nazi dès 1933. Hein. Bon. Je passe là peut-être en terminant par Max Schoner, qui fait de la musique folklorisante, mais de façon peut-être marquée par quelques traits stravinskiens. Hein. Bon, je vois avec inquiétude le temps qui passe, et je vais donc insister un tout petit peu sur les musiciens qui sont marginalisés et laissés dans l'oubli. Un critique qui travaillait dans la presse social-démocrate avait lancé sous cet appareil d'association, toute cette sociabilité social-démocrate dans laquelle Webern s'était inséré, et qui a disparu en 1934 avec la suppression du Parti social-démocrate et du Schutzbund. Webern continue à composer, mais de façon très isolée. Hein. Donc je vais peut-être passer sur ce point. Quelques musiciens d'orchestre sont marginalisés parce qu'ils sont sociodémocrates. Le clarinettiste Victor Schmidl,
par exemple, hein, qui était notoirement social-démocrate, qui ne pouvait pas jouer. Et puis, peut-être aussi, peut-on considérer que Johanna Müller-Hermann est marginalisée parce que c'est une femme. Alors, je vais peut-être passer assez vite sur les institutions, tant pis, hein, je répondrai éventuellement à des questions, on en reparlera. Ce qui est peut-être important, c'est, plus que ces institutions sur lesquelles on pourrait trouver beaucoup de choses, c'est, vous voyez ce à quoi vous échappez, c'est l'idée que quelque chose se passe dans la recomposition de la vie musicale en raison de l'afflux des réfugiés. Et cet afflux des réfugiés, très bizarrement, je vais essayer de démontrer ça, et si je réussis à démontrer ça, je n'aurai pas perdu mon temps, provoque un phénomène de reconstruction d'une identité viennoise dans laquelle les gens qui ne sont pas viennois jouent un rôle d'accentuation. Ils veulent être plus viennois que les viennois, et c'est souvent dans l'afflux de berlinois que se reconstitue une identité viennoise plus forte qu'au départ. Quelques exemples. Le librettiste Robert Gilbert. Arrivé à Vienne, écrit des paroles de chansons viennoises sur des musiques qui font appel à la tradition des Strauss. Mir ist alles einerlei, ich bin immer gleich dabei. Wenn ein süßes Mädel winkt, dann komm ich unbedingt. À ce moment-là, Paul Hörbiger, vous en parlez après, qui est né à Budapest d'ailleurs, comme son frère Attila, Hörbiger est à Berlin essentiellement. Il vit à Berlin. Donc il y a une sorte de reviennisation par les migrants et par ces allers-retours Vienne-Berlin que font des gens comme Léard, qui vit à Vienne mais qui passe souvent à Berlin, et comme son ténor favori, Richard Thaus. I am very glad to send my best greetings to all my friends. And here I present my greatest pal, Franz Lehár, the famous composer. Donc vous voyez, on est dans quelque chose où, à la fois, l'horreur du nazisme renforce Vienne, mais fige Vienne dans une identité viennoise qui est largement recomposée par la façon dont les Berlinois, qui parfois viennent de la double monarchie, ont perçu leur identité. Et pour ça, l'itinéraire tragique du ténor Joseph Schmidt est très significatif. Joseph Schmidt est né en Bukovine, dans une famille germanophone. Donc Bukovine, c'était le point le plus extrême de la Cislétanie. Études à Vienne, mais carrière cinématographique à Berlin. Puis, en 1933, il quitte l'Allemagne, retourne à Vienne et fait quelques films produits par l'Allemagne, mais de facture viennoise. Donc, musique de Hans May. Je rappelle que Joseph Schmidt a été, à la fin de sa vie, réfugié en Suisse, et qu'en Suisse, il a dû travailler dans un camp de travail, et qu'il a été épuisé, qu'il est mort d'épuisement en 1942 à Zurich, où il est enterré. Bon, donc on a ces productions d'exil qui donnent largement leur place à des musiciens, des compositeurs, des chanteurs, des humoristes de l'ensemble de l'Allemagne qui se viennoisent, je ne sais pas le verbe qu'on peut utiliser, deviennent viennois. Hein, voilà. Il faudra inventer un verbe pour ça. Bon, par exemple, Max Hansen, qui venait de Mannheim. Im Tonfilm liebt das Volk tagtäglich etwas anders. Das C vom Taube und den Bass Sarah Leanders. Alors, j'ai laissé Sarah Leander pour être sûr de pouvoir aller au moins jusque-là, parce qu'on va la voir. Hein, si
Là, je mets un peu de teasing là-dedans. Donc, on fait appel à une filmographie parce que le film contribue à ce remodelage d'identité qui se fait en musique et qui garde un côté impérial. Dès qu'on peut parler des anciens pays de la monarchie, on le fait, même quand c'est simplement pour une recette de cuisine. Viele Tatschkel aus der schönen Tschechoslowakei schmecken noch viel besser als die feinste Bäckerei, denn so ein Tatschkel, so ein Bovidales, das ist doch wirklich etwas. Bon, c'est Hermann Leopoldi qui chante un petit peu fort. Hein. Bon, donc il y a ce maintien d'une identité impériale qui se fait, et cette recréation à Berlin avec cette œuvre, comme cette opérette significative qu'est l'Auberge du Cheval Blanc, qui redéfinit l'identité autrichienne à Berlin, et à laquelle participent tous les musiciens qui par la suite ont fait le cinéma berlinois. Et puis le Congrès s'amuse en 1933, qui est véritablement la redéfinition du moment crucial du Congrès de Vienne comme moment de formation d'une identité musicale particulière. Toujours pour le Bon, je vois le temps qui passe et je me dis qu'on pourrait facilement donner... Bon, alors, je reviendrai sur autre chose d'aussi charmant. Hein. Ça doit être un morceau de paradis. Hein. Alors, quelques nouveaux compositeurs d'opérette, quelqu'un comme Joseph Beer, qui s'est réfugié par la suite en France, qui a sa famille qui vit en France. L'opérette Le mariage polonais a été recréée l'année dernière à Graz. Alors je ne voudrais pas finir sans indiquer la place considérable que prend l'opérette, toujours, hein, qui a toujours ce statut un peu intermédiaire, puisque Giuditta de Léard est créée à l'opéra en 1934. Et il faudrait vraiment insister sur le rôle de ces lieux intermédiaires qui bousculent l'opposition musique savante, musique populaire. Et le cinéma joue un rôle considérable dans cette façon de ramener côte à côte les traditions les plus exigeantes en matière de musique savante et les choses les plus aisées, les plus accessibles en matière de musique, de divertissement. Meine Damen und Herren, wir spielen jetzt die C-Dur-Fantasie von Johann Sebastian Bach. Alors, ces rapprochements ont des lieux. Ces rapprochements se font dans le disque. Un chanteur comme Franz Völker, qui est un grand chanteur wagnérien, n'hésite pas à enregistrer de la variété. Et puis, il y a toute cette production intermédiaire de Wienerlied. Et parmi ces Wienerlied, il y a plein de compositeurs. Il y en a un dont je voudrais parler un tout petit peu, c'est Heinrich Strecker, parce que c'est celui qui a organisé les sections artistiques du Parti national-socialiste dès 1933, tout en composant cette charmante chanson. Donc c'est pas nécessairement du côté des musiques les plus violentes qu'on trouve les nazis, ni du côté des musiques les plus calmes qu'on trouve les démocrates. Il y a quelque chose de plus compliqué qui se fait. Alors, il faudrait insister, mais je vais bientôt arrêter, je crois, parce que sinon j'abuse du temps, sur les lieux de sociabilité.
sur les cafés, qui continuent à jouer un rôle de laboratoire de cette redéfinition musicale d'une identité viennoise entre musique populaire et musique savante. Many of the larger cafes have orchestras and hold afternoon tea dances. Alors, il y a les cafés, et puis dans n'importe quel café, on peut demander à faire jouer une valse, même avant les jukebox. Herr Ober, haben Sie einen Walzer? Nummer 4. Donc les cafés, et puis... Ich hab in der winzigen Rendezvous mit meinen Affen, das ist ein Freundl von den Weindl so wie ich brauch mir nur ein Heu. Franz Schier avait sa propre buvette, sa propre guinguette, où il recevait les choses. Alors le cabaret est dans une situation différente parce que la charge politique est beaucoup plus nette. Je voudrais parler de deux grands cabarettistes viennois qui exercent dans les années de l'austrofascisme. C'est Hermann Leopoldi, Hermann Cohn dit Hermann Leopoldi, qui s'amuse de voir cette place d'Autriche, pays de la musique. Die Musik ist bei uns zu Haus, da geht uns der Faden nicht aus. Und wenn ein Komponist in Verlegenheit ist, hilft ihm heimlich und still Johann Strauss. Einen Tonfilm kann man nur drehen, wenn drin Donau und Steffe zu sehen. Und der Völkerbund, was steht der denn bloß? Alors l'autre grand cabarettiste viennois juif des années 30, c'est Armin Berg. Je vais parler un tout petit peu, il y a des travaux qui ont été faits sur lui assez récemment, qui, dès 1935, interrogeait l'identité. Und noch so weiter, so weiter, so weiter, und dann und noch so weiter. Ich könnt noch viel erzählen. So wird bei uns auf Sparen geschaut, es wird jetzt nichts wie abgebaut. Wir folgen dem Diktat von Genf und fressen Würsteln ohne Senf. Weil wir sind Patrioten, Dioten, weil wir sind Patrioten. Bon, donc le patriotisme qui devient un sujet amusant, et puis aussi les problèmes de prendre son train, le train qui aujourd'hui, voilà, le déficit c'est de la Bundesbahn. Und einer hat geschrien, nur die Juden sind schuld. Nein, seh ich endlich einen Wagen voll Freit. Kommt schön gemütlich, weil hat doch Zeit. Beim Einsteigen bekomme ich einen Stoß in den... Donc on voit que la réaction de la population viennoise n'était pas... l'antisémitisme n'était pas absent, hein, c'est la faute des Juifs. Et on joue beaucoup là-dessus, y compris pour les reconstitutions de radio. Les deux cabarettistes, Franz Engel et Fritz Wiesenthal, s'amusent à faire Radio Vienne. Hallo, hallo, Ihr Radio Wien. Entschuldigen Sie die kleine Verzögerung. Der Rosenhügel-Sender wurde auf den Pisanberg verlegt. Wir beginnen unser Schallplattenkonzert berühmter Künstler. Sie hören als erstes Die Liebe der Matrosen, gesungen von Hans Albers. Was, ich? Ja, das ist ja bestimmt gesagt. Das ist die Liebe. Bon alors là, c'est l'imitation de l'Allemagne, on ne peut plus au nord. Hein. On fait deux pas au nord, on se retrouve au Danemark. Hein. Bon, sur lequel on joue beaucoup pour recomposer ces identités multiples. Hein. Alors, quelques mots sur le cinéma, si vous me permettez. Je vais essayer d'aller le plus vite possible pour montrer l'importance de ces films qui est complètement disproportionnée par rapport à la taille d'un pays de 6 millions d'habitants. Hein. Il y a des disques, des films qui sont faits, les films de Willy Forst. Le Wiener Film devient véritablement un concept musical grâce à des instruments de production comme les entreprises fondées par Sacha, le prince Kolovrat, par le retour de compositeurs comme Stolz, qui a énormément écrit pour le cinéma, ou par la conversion viennoise de Willy Schmidt-Gentner, qui n'était pas viennois. Tout ça donne une masse de films qui est importante. Antoine Professe aussi, qui a écrit des dizaines de musiques de films, avec quelques moments obligés qui sont la scène de soulographie. Ja, ja, der Rhein ist besser gebrochen.
Ça traverse la production jusqu'en 1938. Man darf nicht zum Schwarze und nicht leicht den Kopf verlieren. Man muss optimistisch sein und nicht jagen, muss nur immer lachend, Kopf hoch durch die Welt marschieren, weil nach einem Regen meist die Sonne scheint. Et cette façon d'intégrer à la culture viennoise des gens qui viennent de toutes les régions germanophones ou dans les régions qui ont pu être dans l'Empire. Il y a des chanteuses hongroises, il y a des ténors d'origine roumaine, et on découvre, je l'avais annoncé en 1937, la chanteuse suédoise Zara Leander qui commence sa carrière germanophone dans les films viennois, en particulier dans Première. On l'avait testé. Alors, comme je ne veux pas abuser de votre temps, je vais passer rapidement tous ces extraits de films pour montrer qu'il y a quand même dans cette ambiance un petit peu d'apparition du jazz avec un orchestre comme l'orchestre de Charlie Gaudriot, qui travaille beaucoup à la radio en 1935-36. Alors c'est du jazz à la mode européenne comme les orchestres de Jack Hilton. Donc Charlie Gaudriot, Dol Dauber qui passe souvent de Prague à Vienne et qui travaille pour accompagner les chanteurs à la mode, d'abord en Allemagne jusqu'en 1933, puis en Autriche et en Tchécoslovaquie, et puis Peter Igelhoff qui travaille à Vienne jusqu'en 1937-38, essaye de faire carrière en Allemagne, mais là se heurte au nazisme qui, pour limiter sa carrière et l'empêcher d'enregistrer, l'envoie au front en 1942. Bon, Peter Igelhoff qui cherche à faire quelque chose de léger, de jazzant en 1938 à Vienne. Ich hab die schöne Malerlet erfunden, der gute Wein ist auch nicht mein Patent. Ich bin nicht schuld an den Gewinn. Peut-être une attitude plus jazzante chez quelqu'un comme Heinz Sandauer, qui travaillait beaucoup à la radio. Whisky Soda, le Whisky Soda. Alors, je vais utiliser ce whisky soda comme digestif pour aller jusqu'à ma conclusion, qui consiste à penser que l'Anschluss était largement préparé culturellement et que la musique a joué un rôle terrible dans cette définition où le pangermanisme ne s'opposait pas au particularisme viennois, où la redéfinition de l'identité culturelle spécifique à la ville n'a pas été en contradiction avec l'annihilation complète de la nation autrichienne. Et en même temps, on a un foisonnement incroyable de films, de productions, de disques, qui pour un pays de 6 millions d'habitants semble complètement disproportionné, comme l'est la capitale par rapport à la taille du pays. Cette disproportion conduit peut-être à s'interroger sur cette notion de soft power qu'on utilise beaucoup en relations internationales, en histoire des relations internationales. Je regarde mon collègue historien pour ça. Et peut-être aussi à s'interroger sur ce point qui est très discuté aujourd'hui dans les universités américaines et européennes, de ce qu'est l'appropriation culturelle. Parce que là, on a une forme d'appropriation où c'est parfois non pas le plus fort qui pille le plus faible, mais le plus faible qui pille le plus fort, jusqu'à programmer sa propre disparition. Merci de votre attention.